pas quelque chose qui est gratuit, là, puis que les conseillers oublient des fois, c'est le réseau autour de nous. Tu sais, mettons, moi, là, on a plein de, mettons, courtiers hypothécaires autour de nous, courtiers immobiliers autour de nous. Bien, ça, c'est tous des gens qui travaillent dans des domaines connexes, qui coûtent absolument rien à contacter, puis que, ben, à force de leur jaser, on peut leur dire, hey, j'aimerais ça travailler un dossier avec toi, j'aimerais ça voir comment tu travailles. Puis petit à petit, on établit des liens avec plusieurs professionnels. Puis de cette façon-là, ben, gratuitement, on peut faire une entente de partage de commission, peu importe. Mais ça a fait en sorte qu'on peut faire un petit peu plus de business sans qu'il y ait nécessairement un coût. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Épisode numéro 8 des Pros de l'assurance. Et je suis en très, très bonne compagnie encore une fois, mais pas avec mon acolyte habituel. Donc, Giacomo Deschâtelet m'accompagne aujourd'hui dans le podcast. Giacomo, tu es CMO. Tu es également cofondateur d'Emma Assurance Vie. Je dirais pas que tu es le frère de Félix, mais on a compris avec ton nom de famille. Le nom de famille me trahit. Ouais. Je vais te demander, vu qu'on n'est pas... t'es pas un habitué du podcast, de te présenter. Ouais. Ben, je me présente, Giacomo, cofondateur d'Emma, comme tu l'as dit. En fait, moi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Je fais mes études à Québec en planification financière. J'ai débuté comme conseiller en sécurité financière 2 ans avant de se lancer dans le beau projet de Emma. Puis depuis ce temps-là, je suis 100% dédié au marketing et aussi le design de l'app et du site web et tout ce qui touche un petit peu le visuel pour attirer la clientèle. Tu es évidemment très, très familier, on l'a dit, avec le monde de la finance, sécurité financière. C'est quand même une grosse partie de ta vie. C'est mon background, ouais. Ouais, Mais ma passion était le marketing et le design, fait que j'ai pu combiner les deux avec Emma. Tu connais bien notre invité. Ouais, c'est particulier aussi parce qu'on est un trio Emma en ce moment Mm. autour de la table. Ouais. C'est notre nouveau directeur des ventes, Alexis Smith-Legault. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps quand même que tu baignes toi aussi dans le milieu de la finance. Ben oui, en fait, moi, j'ai étudié en comptabilité à la base. Et puis, ben moi, je suis dans ma 7e année dans les services financiers. J'ai été notamment conseiller en sécurité financière. J'ai été directeur des ventes aussi d'une équipe de 8 conseillers. Et puis, dans une autre compagnie à l'époque. Et puis, ben, je suis bien content de me joindre à l'équipe Emma, de directeur des ventes aussi. Oui, bien, on est très, très content de t'avoir. Puis d'avoir ton expertise aussi autour de la table. J'aimerais savoir d'où ça vient, cet intérêt, cette passion pour le milieu de la sécurité financière. Ben, en fait, tout est parti que moi, j'ai toujours aimé la finance en général. J'ai toujours aimé beaucoup l'entrepreneuriat aussi. Puis dans les finances, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je me suis rendu compte que les gens travaillent énormément fort pour gagner leur argent. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un domaine qu'on pouvait les aider à atteindre leur objectif de vie, ben moi, je trouvais ça vraiment incroyable parce que je me disais, écoute, moi, je vais pouvoir faire un impact direct dans leur vie. Je vais pouvoir les aider à faire un plan de match parce que, tu sais, des fois, les gens travaillent fort, mais n'ont pas nécessairement une idée comment faire pour atteindre leur objectif. Puis je trouve qu'un conseiller, ben, c'est à ce moment-là qu'on voit l'importance, surtout à 7 ans après, qu'on se rend compte que les gens, bien, effectivement, ils ont atteint certains objectifs, l'achat d'une maison, les études de leurs enfants. Je te dirais que moi, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis tu parles de l'importance pour toi de guider les gens, de les amener à atteindre leur potentiel. Jack, je serais curieuse de savoir, toi, là, y a-t-il quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a guidé? Ouais, ben, moi, notre milieu familial, mon père était conseiller en sécurité financière, fait que j'ai toujours vu le bénéfice que ça allait apporter, comme tu parles, Alexis, auprès de ses clients. Puis moi, quand j'ai vu l'impact que ça avait également sur des proches, des amis de la famille, parce que nous, étant donné qu'on venait d'une petite ville, la majorité des clients, mon père, c'était tous des amis qu'on voyait régulièrement au chalet, sur le bord de l'eau. C'était le conseiller de la ville. Ouais. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis pas posé de questions quand je suis arrivé à l'école. Je savais que c'était vers ça que je voulais aller. C'est pour ça que j'ai fait une technique au cégep pour étudier en finance, puis après ça, j'ai jamais regardé en arrière. Donc, il y a un côté très, très humain. Ouais. C'est un monde de chiffres, mais... Oui, mais souvent, mon père le décrit un peu, t'es le médecin puis le comptable en même temps, parce que quand on fait une demande d'assurance, souvent, on connaît un petit peu toute la situation médicale de la personne, mais aussi on connaît toute la santé financière de la famille. Fait que t'es dans un rôle auquel, justement, il faut vraiment accompagner ces gens-là, autant dans les bons moments quand ils atteignent les objectifs, mais dans des moments aussi où ils ont besoin de toi puis que t'es une ressource pour eux. Puis avant d'en venir à ça, Alexis, je reviens vers toi. Tu sais, il y a tout un processus. On commence comme conseiller, conseillère, puis
on a des objectifs souvent très, très élevés. Puis là, ben, oups, on frappe un premier creux de vague. Ça arrive souvent dans les débuts. Ben là, j'ai ri, mais c'est pas drôle, je le sais. Mais c'est juste on va un peu dédramatiser ça en disant, regarde, ça arrive aux autres, ça m'est arrivé à moi. Puis dis-moi comment tu l'as vécu. Ben moi, effectivement, j'en ai déjà eu des creux de vague comme conseiller. Tu sais, veux pas, quand on commence, on fait beaucoup d'essais-erreurs, on essaye. Tu sais, c'est pas un domaine qui est nécessairement facile, mais pour les gens qui travaillent, ben, ils peuvent bien s'en sortir. Puis au départ, ben c'est sûr que, ben moi, sur une base personnelle, l'histoire qui m'était déjà arrivée, c'est que dans la première année, ben c'était arrivé à un certain moment que, ben, tu sais, il a fallu que je travaille beaucoup. Puis j'avais pas nécessairement eu, ben, tu sais, pendant une petite période de temps, mettons pendant, l'histoire que je peux raconter en fait, c'est que pendant 5 semaines, à un moment donné, à cause qu'il est arrivé quelque chose sur un dossier, ben j'avais pas eu de paye. Dans le fond, j'avais pas eu de commission pantoute, OK? Rien pendant 5 semaines consécutives, OK? Mais moi, pendant ces 5 semaines consécutives-là, je travaille fort, je fais plus que 40 heures par semaine, je brûle de l'essence parce qu'à cette époque-là, c'était pas comme maintenant, c'était 100% des rendez-vous en présentiel. Fait que moi, tu sais, je dépense 150-200 $ d'essence par semaine. Je pousse. Mon directeur m'aide, il me supporte, il me dit « Alexis, tu vas t'en sortir. » Puis moi, qu'est-ce que j'ai énormément appris de cette période-là, c'est qu'après 5 semaines, quand je m'en suis sorti, je me suis promis une seule chose, c'est que j'allais plus jamais de ma vie retourner dans cette position-là. Puis moi, je trouve que ça m'a vraiment solidifié comme entrepreneur parce que, tu sais, des fois, le mercredi, quand j'avais fait une vente ou quand j'avais fait un certain nombre d'appels, là, je me disais, je vais slacker un peu. Mais là, moi, cette situation-là me disait, Alexis, là, tu veux pas retourner là-dedans, ben fais-le les 10 appels de plus, fais-le le rendez-vous de plus. Puis de ce jour-là, 6 ans plus tard, ben ça m'est jamais arrivé. Puis je pense que ça définit un peu c'est quoi un entrepreneur, c'est qu'il va en avoir des moments difficiles, mais je pense qu'il faut être conscient de ça, puis il faut y faire face sans se cacher, puis faire face, dans le fond, à cette adversité-là d'être entrepreneur. Puis moi, ça m'est arrivé. Ça peut arriver à n'importe qui, mais il faut juste se relever quand ça arrive. À t'entendre, on sent une grande force en toi à passer à travers ces moments-là, mais je suis curieux de savoir, y a-t-il un moment où tu t'es remis en question quand justement tu as connu ce creux de vague-là? Tu t'es dit, est-ce que c'est la bonne carrière pour moi? 100%. Puis je pense que là, ça vaut la peine. C'est à ce moment-là que ça vaut la peine d'être bien entouré, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi sur une base personnelle. De se dire, écoute, on stick sur le plan, là, on regarde le long terme. Là, c'est sûr que c'est pas facile. C'est un peu difficile en ce moment, mais on va s'en sortir de ça. Puis, ne pas oublier de faire les petites actions à ce moment-là. Faut pas geler, faut pas paralyser, faut se dire, check. Là, en ce moment, ça va pas bien, mais moi, je suis bon pour faire des appels. Les clients m'aiment, ils aiment mon service. Ben là, il faut continuer nos bonnes actions. Et non pas regarder la situation puis faire comme, oh my God, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Puis là, ça va de moins en moins bien. Puis on est pris dans une espèce de cercle que finalement, on n'est pas capable de s'en sortir. Je sais que c'est facile à dire. L'entourage est important, mais aussi c'est une base personnelle d'y croire vraiment. Mais ce que j'allais dire, tu dis l'entourage est important. Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide? À qui on demande de l'aide dans ce temps-là? Ben là, tu sais, c'est sûr que l'aide, c'est peut-être à nos amis qui comprennent notre situation. Parce que, tu sais, veux pas, quand on est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui la comprend. Tu sais, c'est facile de dire... Ah ouais, ça fait 5 semaines que t'as pas de paye puis que tu travailles 40 heures, ça n'a aucun bon sens. Va-t'en de là, arrête ça. Ils ont envie de là, c'est pas bon pantoute, tu sais. Mais il y a des gens qui vont te comprendre, ils vont te dire, écoute, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que c'est un projet qui te tient à cœur puis tout ça? Puis des fois, ça te donne la force de continuer. Puis aussi, un directeur qui te comprend, puis tout ça, il va te soutenir là-dedans. Tu sais, il veut pas, un vrai directeur, il va pas faire à semblant que tout se passe bien. Il va pas t'appeler puis dire, hey, ça va super bien puis tout. Il comprend la situation puis il va t'aider à passer au travers de ça. Puis dis-moi les décisions qui te semblent clés, qui ont défini peut-être la suite pour toi. Ça a été quoi? Ben moi, c'est que, dans le fond, j'ai essayé énormément de choses en présentiel. Fait que moi, je faisais beaucoup de kiosques et tout ça. J'avais un kiosque au Parc Safari, dans les marchés aux puces, tout ça. Ah, mais ouais, j'avais ça. Ben, avec mon agence aussi, on avait un kiosque annuel pendant toute la saison au Parc Safari. Donc, les gens pouvaient venir puis remplir un petit coupon, puis il est encore là. À l'entrée, là, il y avait... À l'entrée. Fait que, dans le fond, on fait tirer un voyage. Puis en échange, ben, on récoltait quelques informations. Les gens, c'était pas obligatoire de le faire, mais on offrait nos services financiers. Mais moi, le switch, dans le fond, qu'est-ce qui était important dans ma carrière, c'est que j'ai décidé, comme en 2017-2018, de passer complètement en technologie. Fait que moi, je faisais mes propositions en ligne, je faisais des Teams. J'ai switché aussi tout mon marketing sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que des fois, je pouvais passer une journée dans les kiosques, puis je voyais 20, 30 personnes à peu près, puis la plupart étaient probablement pas intéressés parce que c'était pas un bon timing.
puis que je mettais la même énergie puis le même budget sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies, puis je pouvais rencontrer 500 personnes par jour. Fait qu'au moment que j'ai comme compris ça, je me suis dit, mais ça n'a aucun bon sens que je continue à me déplacer physiquement. Je suis mieux de laisser ça travailler pour moi. Puis moi, où ce que je suis bon, c'est les rendez-vous. Fait que ça travaille pour moi. Puis à la place, en présentiel, je vais être avec les clients. Fait que je te dirais que ça a été un gros impact dans ma carrière. Puis c'est surtout aussi parce que j'ai pris la décision très tôt, de mettre 100% du branding de ma compagnie, comme quand j'étais conseiller, sur moi-même. Fait que moi, je faisais jamais la promotion de aucune compagnie, aucun service, aucun produit. Moi, ce que je brandais, c'était faites affaire avec Alexis Smith-Legault. Pour telle raison, moi, je vais être disponible, je vais être présent, je connais mes choses, je tiens à cœur mes clients. Puis ce qui faisait en sorte que quand les clients m'appelaient des réseaux sociaux, c'était pas, je veux faire affaire avec la compagnie X, je veux faire affaire avec toi, Alexis. Puis où je me suis fait référer par toi, Alexis. Puis très tôt, j'ai instauré ça dans mon entreprise. Parce que moi, je considère d'être conseiller en sécurité financière, c'est avoir une entreprise parce qu'on touche un peu tous les domaines. Puis je te dirais que ça a eu un très gros impact parce que les gens voulaient faire affaire avec moi et écoutaient mes conseils et non pas une entreprise quelconque. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand tu parles de, bon, j'avais un kiosque, après ça, la technologie, tout ça, fait que tu as investi. Ouais. Tu investissais déjà dans le présentiel, puis est-ce que tu as décidé de prendre ce budget-là pour le mettre en ligne ou tu as fait les deux pendant un temps? J'ai toujours fait les deux parce que dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je faisais pas énormément d'argent, mais moi, j'y croyais vraiment à l'investissement pour que ça nous rapporte un petit peu plus à long terme. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est que je diversifiais mes sources. L'été, je savais que je pouvais compter sur des kiosques, mais moi, je savais qu'après l'été, ça allait être un petit peu plus difficile. Fait que là, j'investissais un petit peu plus dans les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est de diversifier ses sources de prospection pour que s'il y a une des deux sources qui fonctionne un peu moins bien, mais qu'on soit quand même capable de continuer de travailler pour pas que si, par exemple, une de mes kiosques est terminée, ben là, moi, pendant 6 mois après ça, je me tourne les doigts parce que j'ai plus de clients. Fait que moi, j'ai mis un peu plus de budget vers la technologie, mais j'ai quand même gardé mes kiosques. J'y allais moins, mais j'ai quand même gardé. Puis est-ce que tu pourrais nous donner J'écoute ça. Je sais pas si tu as un pourcentage. Est-ce qu'il y en a un idéal combien tu devrais investir? Si un jeune conseiller commence dans la carrière aujourd'hui, il a de la misère à faire des grosses semaines en termes de vente, combien il doit investir sur un pourcentage, sur un montant d'argent? Moi, je dirais qu'il faut faire attention avec ça. Moi, qu'est-ce que je disais toujours à mes conseillers, parce que j'ai formé des nouvelles recrues dans l'ancienne compagnie où j'étais, moi, ce que je disais toujours, c'est de faire un petit peu attention. Parce que, tu sais, des fois, il ne faut pas faire affaire avec non plus des compagnies qui vendent du rêve, là, tu sais, parce qu'on aurait tendance à penser, hey, je vais dépenser 2000 $, il va me vendre X nombre de leads, puis ça va me donner X nombre de résultats. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que si c'était aussi facile que ça, l'agence qui vendait les leads les closerait eux-mêmes des fois. Fait que des fois, il faut vraiment s'assurer de faire affaire avec les bonnes compagnies. Puis c'est pas nécessairement de mettre un super gros montant, parce que moi, j'y crois vraiment plus aussi aux petites actions. Fait que des fois, c'est de mettre un petit montant, aller chercher des noms, se mettre en contact avec des personnes, mais c'est de continuer à faire des actions. Fait que c'est de faire des appels, de ne pas oublier de faire des appels, d'aller à des 5 à 7 voir des gens, de faire ça. Quand tu es nouveau, ça coûte rien, mais ça apporte souvent beaucoup de résultats. Tu sais, mettons quelque chose qui est gratuit, là, puis que les conseillers oublient des fois, c'est le réseau autour de nous. Tu sais, mettons, moi, là, on a plein de, courtiers hypothécaires autour de nous, courtiers immobiliers autour de nous. Bien, ça, c'est tous des gens qui travaillent dans des domaines connexes, qui coûtent absolument rien à contacter, puis que, à force de leur jaser, on peut leur dire hey, « j'aimerais ça travailler un dossier avec toi, j'aimerais ça voir comment tu travailles. » Puis petit à petit, on établit des liens avec plusieurs professionnels, puis de cette façon-là, gratuitement, on peut faire une entente de partage de commission, peu importe, mais ça a fait en sorte qu'on peut faire un petit peu plus de business sans qu'il y ait nécessairement un coût. Puis oui, pour répondre à ta question, parce que là, j'ai un peu bifurqué, mais moi, je pense que c'est important d'investir, mais il faut vraiment faire ses recherches, puis investir dans des choses qu'on est convaincu, puis sans mettre des gros montants. Moi, je ne suis pas convaincu non plus qu'au départ, il faut commencer à injecter, il faut commencer à dépenser beaucoup, là, comme un malade. Je pense que c'est d'avoir un peu de tout, là. Puis, je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Giacomo, parce que c'est quand même CMO, marketing, c'est pas mal ta spécialité. Comment tu vois ça, toi? Ouais, moi, je vais nous ramener un petit peu quand on a commencé, mon frère et moi, dans notre cabinet de planification financière. On avait un peu la même approche que toi. Faut utiliser les solutions numériques devant nous. Ça nous permet de rejoindre beaucoup plus de gens avec peu de temps investi. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est des webinaires. En fait, on faisait des webinaires pour les jeunes diplômés ou des webinaires sur propriétaires ou locataires. Fait qu'on savait qu'on avait un moment de présentation, par exemple le mardi ou le mercredi à 19h. On présentait devant 50 à 100 personnes. On faisait
justement ce contact-là. Puis ensuite de ça, ça nous amenait beaucoup de rendez-vous par la suite. Ce que je dirais aux personnes qui nous écoutent, qui sont jeunes, je dis combien je dois investir. Des fois, on peut commencer plus petit. On peut investir un certain montant, par exemple 250 $, dire il y a 10 personnes au webinaire. Ça fonctionne, on réussit à faire un retour sur investissement, mais le prochain, je peux investir 500 $ puis essayer d'en avoir plus, puis d'y aller graduellement. C'est un petit peu ça que la technologie nous permet aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un gros investissement comme un billboard sur une autoroute, puis que ça coûte vraiment cher. J'irais avec d'y aller plus progressivement. Puis, donc, le webinaire, puis il y en a aussi qui vont faire, par exemple, un peu le même principe, mais comme une capsule déjà enregistrée qu'ils vont utiliser après ça pour aller chercher le client. Fait que je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Finalement, dépendamment du coût et du retour, il faut y aller. C'est important de tester. Aujourd'hui, TikTok peut être une certaine plateforme qui peut amener des rendez-vous. Après ça, il y en a qui vont trouver leur niche que ça va être des vidéos plus longues sur YouTube. Il y en a que ça va être par Facebook Messenger. Il y en a que ça va être complètement des nouvelles approches. C'est important de se différencier. Si tu fais exactement ce que les autres font, quand les clients vont entendre parler de tes services, ils vont avoir l'impression que tu es un parmi tant d'autres. Si tu fais quelque chose de complètement différent, tu te démarques, puis le but, c'est d'avoir une niche, d'être spécialisé, puis peut-être même pas faire tous les services financiers. Fait que là, on parle de placement, d'assurance, puis là, j'essaie de faire comme la planification financière 360. Des fois, il vaut mieux être spécialiste dans une chose, puis ensuite de ça, quand les clients viennent à toi, là, tu peux regarder pour faire d'autres produits et services, mais d'être reconnu dans son milieu, ça a un impact au début, c'est important. Mais là, tu me lances une perche incroyable pour revenir vers Alexis, parce que ceux qui connaissent Alexis dans le milieu savent peut-être que tu as une association avec Toys R Us qui t'a pas mal démarqué de la concurrence. Parle-nous de cette stratégie. Tous les détails croustillants. Tous les détails. Dans le fond, ça, c'est une idée que j'avais justement un moment où je me disais, parce que le concours Toys R Us, moi, c'était dans une période pendant le temps des fêtes. Fait que moi, je me disais, qu'est-ce que je préfère pendant le temps des fêtes pour me mettre en contact avec des gens? Parce que le temps des fêtes, c'est, mettons, novembre, décembre. Puis ça, dans les services financiers, c'est une période qui est un peu plus tranquille. Moi, j'avais beaucoup de business avant ça dans l'année, puis je me disais, comment je peux faire pour rentrer en contact avec des gens? Pas nécessairement leur vendre quoi que ce soit, juste que ces gens-là connaissent mon nom. À la limite, même s'ils me prennent rien maintenant, ils savent qu'Alexis Smith-Legault, il est là pour le reste de l'année. Fait que là, il m'est venu en jasant avec du monde, en jasant avec ma famille, de me dire « Hey, Toys R Us, là, ça pourrait peut-être être un beau partenariat. » En fait, j'avais essayé avec plusieurs compagnies. J'avais Beau Bébé, une compagnie québécoise. J'avais Toys R Us. J'ai essayé avec une couple de compagnies. Fait que j'étais allé les voir. Je leur ai proposé une espèce de partenariat que moi, je pouvais faire une vidéo dans le magasin. Puis ça, c'était en 2018 qu'on avait fait la vidéo. Fait que tu sais, les vidéos commençaient. Dans les services financiers, on voyait pas vraiment ça. C'était... Puis, je suis allé les voir, puis je leur ai dit, écoute, moi, j'aimerais ça faire une vidéo dans la place. Je vais utiliser votre image de marque, parce que, tu sais, il faut quand même faire une espèce de démarche quand on veut utiliser le nom aussi d'une compagnie. Je suis allé voir le directeur, je lui ai proposé l'idée. Puis, honnêtement, il m'est revenu la même semaine pour me dire, Alexis, on va y aller all-in. C'est sûr qu'il y avait quelques détails à respecter, on avait tout ça, puis le Toys R Us, c'était le Toys R Us à Pointe-Claire, ils étaient super contents de m'accueillir. Ils ont même fermé une section du magasin pour moi. Tu sais, eux, là, je pense qu'ils pensaient que ça allait être un gigantesque tournage. Mon ami arrive avec une petite caméra, puis un micro. C'était juste ça. Puis un des faits cocasses qui est arrivé de ça, c'est sûr que moi, ça a propulsé ma carrière. Là, veux pas, il y a eu des très beaux résultats. Pendant 5 ans de temps, en fait, j'ai eu des résultats de ce concours-là. Mais un petit fait cocasse, c'est que moi, j'avais été au magasin. J'avais été au Fairview quelques semaines avant ça, puis j'avais vu sur un mannequin une espèce de soute de Noël, comme un habit, puis je le trouvais vraiment malade. Là. J'étais comme « Hey, ça, là, c'est vraiment cool. » Mais tu sais, c'est un peu cher, là, tu sais. Puis à ce moment-là, tu sais, je faisais pas énormément d'argent. Puis quelques jours avant le tournage, je me suis dit hey, « je vais aller l'acheter. » Fait que là, tu sais, je l'ai acheté, il était 250 $, OK? C'était un complet un vrai de Noël, là. Il y avait des cannes de bonbons, tout le kit. Fait que là, tu sais, arrive le jour du tournage, tu sais, je fais attention, j'enlève les étiquettes doucement, OK? Puis tout ça. Là, je fais le tournage, puis tout, ça se passe super bien, on est content du résultat, puis tout ça. Mais moi, tu sais, comme je disais, je fais pas énormément d'argent. Fait que là, moi, je décide que finalement, je remets les étiquettes, puis je retourne, dans le fond, je retourne le complet, tu sais, veux pas, je suis pas super fier de ça, mais je le retourne. Mais l'affaire qui est un peu cocasse de ça, c'est que j'appelais les gens. Fait que là, moi, j'appelle le monde, je leur dis « Hey, bonjour, c'est Alexis, tu sais, vous avez participé à mon concours. »
Puis là, c'était tout le monde comme ça. Oh my God, c'est Alexis, le gars avec le suit de Noël. Puis là, j'étais comme, hey, c'est ça, c'est moi. Puis là, il me disait, hey, mais si tu viens chez nous, là, tu vas avoir ton suit de Noël. Hein? Puis là, j'étais comme, ouais, je vais l'avoir. Mais tu sais, moi, je l'avais même pas. Puis ça a été même jusqu'à 5 ans plus tard, les gens me parlaient de ce suit de Noël-là. Ça a super bien fonctionné avec les clients. C'est sûr qu'à la job, les autres directeurs, puis tout, moi, j'étais rendu genre la mascotte du Toys R Us, là. Mais finalement, ça a super bien été. OK, fait que donc c'était un concours, les gens participaient, puis là, il y avait... C'était quoi, alors, en lien avec la... Comment ils faisaient juste participer, donner leur nom? Ouais. Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que moi, je croyais vraiment au call to action. Fait que moi, le call to action, c'est que je prenais juste, mettons, le nom de la personne puis le numéro, OK? Ouais. Puis il y avait une question facultative qui disait, si vous êtes intéressé, là, c'est 100% sans engagement mon concours, vous pouvez cliquer, j'avais mis des coches à cocher, s'il y a un service financier là-dedans qui vous intéressait. Moi, c'est ce que je faisais dans mes kiosques en personne. Puis je l'ai transformé en sondage. Parce que nous, c'était en papier dans les kiosques. Puis ben, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la première année, moi, je pensais pas que ça allait donner ça, mais j'ai eu 85 000 vues sur ma vidéo sur Facebook, puis j'ai eu plus que 4 000 participants. Mais tu sais, un conseiller, mettons, là, en novembre, là, qui décide que là, lui, Noël, elle commence en mi-novembre parce qu'il n'y a plus de business, versus moi, je m'étais mis en contact avec 4 000 participants. J'ai 10 000 personnes qui avaient rempli le formulaire, puis à partir de ce jour-là, moi, ça a vraiment propulsé ma carrière. Tu as volé la vedette à tous les autres. Ça crée un moment marquant dans leur imagination. Ben oui, puis c'est le fun parce que quand tu appelles les gens, c'est le gars du Toys R Us. Fait que je veux pas, il y avait déjà une relation, ils me connaissaient déjà. Et là, par rapport à ça, parce qu'on ne parle que du beau, là, mais il y a eu un moment malaisant. Ben, tu sais, je te dirais que le moment dans ma carrière... Ben oui, mais en lien avec le Toys R Us, je pense. Ben, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. C'est que moi, j'étais un petit peu malaisé de l'avoir retourné, mais tu sais, moi, je suis honnête, c'était... Tu sais, pour moi, 250 $, je me disais, à place, je vais le retourner puis m'en acheter un vrai que je peux porter avec mes clients, parce que je me disais, de toute façon, je vais juste le porter une ou deux fois. Mais là, quand je me suis rendu compte que tout le monde que j'appelais disait que j'étais le gars avec le suit de Noël, avoir su, je l'aurais peut-être gardé, tu sais, surtout avec qu'est-ce que ça m'a donné. Mais je te dirais que ça... Ben, c'est une excellente anecdote pour un podcast, tu vois. Ça sert aux gens. Faut être prêt à tout quand on débute notre carrière. Puis, de quoi dirais-tu donc que tu es le plus fier? Ben moi, sur une base personnelle, c'est sûr que qu'est-ce que je suis fier, c'est qu'avant d'être conseiller, j'avais aussi une petite entreprise dans le divertissement. Là, fait que moi, je suis dans ma 8e année, même 9e année comme, dans le fond, travailleur autonome, comme plus, on pourrait dire, à commission, là. Puis moi, je suis fier parce que j'ai été capable de faire ça, de faire ce que j'aime vraiment, mais j'ai pas perdu quand même l'autre côté que, tu sais, au niveau financier, j'ai été capable quand même de m'acheter une maison, tu sais, j'ai un auto payé, financièrement, ça va bien, fait que j'ai jamais rien laissé de côté pour faire ce que j'aime. Puis ça, je suis quand même fier de ça parce que, tu sais, des fois, on a tendance à se dire, ah, je vais faire ce que j'aime, mais tu sais, c'est comme une passion, mais des fois, ça rapporte un petit peu moins, puis tout. Mais moi, ce que je suis content, c'est que j'ai été capable de combiner les deux. C'est ma passion, j'ai aidé beaucoup de personnes, mais j'ai quand même pas délaissé mes objectifs personnels. Puis ça, je te dirais que je suis quand même fier de ça. Puis, tu sais, de toujours être travailleur autonome, fait que je prenais mes décisions, que ça soit bien, ben j'étais fier de moi. Puis quand ça va pas bien, ben la seule personne que tu peux taper sur les doigts, c'est toi-même parce que t'es ton propre boss, là. T'avais-tu un objectif ultra précis quand t'as débuté ta carrière? Tu disais, OK, c'est ça qui me motive à travailler 50 heures, 60 heures, puis je continue dans cette direction. 100%. Ben, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé, là, moi, je travaillais du lundi au samedi, puis même le dimanche, j'étais tout le temps disponible. Moi, ce que j'avais fait, là, ça, c'était mon directeur d'agence qui m'avait dit ça à l'époque, là, parce que j'avais une super belle relation avec lui, puis c'est 100% à cause de lui que j'ai décidé de choisir mon ancienne compagnie. C'était M. Morissette, là. Mais dans le fond, c'est que qu'est-ce que j'avais fait, puis qui m'avait donné l'idée, c'est que dans mon ancien bureau, là, j'avais imprimé là, exactement le quartier que je voulais, puis la maison que je voulais. Je me l'étais imprimé sur mon bureau, puis aussi la maison, dans le cours, elle avait pas de piscine creusée. Fait que j'avais été sur Trévier, j'avais imprimé une piscine creusée, puis je m'avais collé ça. Puis c'était pas compliqué, là, ça en était rendu une obsession. Moi, là, je faisais des appels, puis je voyais les autres jaser, puis tout, j'étais comme, qui jasent, je m'en fous, tu sais, ils viennent me déranger. Moi, j'ai des appels à faire, puis moi, je regardais la maison, je regardais la piscine, puis j'étais comme, moi, j'arrête pas, là. C'est tellement bon. Donc, c'était de la visualisation, finalement. Ouais. C'était créé comment t'appelles ça, un board? Vision board? Vision board. Ouais. J'y croyais tellement. Moi, dans ma tête, là, il y avait aucun pourcent de chance que je l'atteigne pas, c'était impossible. Puis même si je l'aurais pas eu, j'aurais trouvé une façon de l'avoir. Là, je suis chanceux, je l'ai eu. Mais là, le problème, c'est que là, c'est d'autres objectifs. Mais j'allais te demander, fais-tu encore ça aujourd'hui? J'essaie, mais là, tu sais, veux plus, c'est plus vraiment des objectifs matériels. Tu sais, moi, dans le temps, je pensais la maison, l'auto, le ci, le ça. Mais là, maintenant, c'est plus des objectifs, mettons, de, tu sais, me bâtir une équipe, me sentir vraiment valorisé au travail, sentir que je fais un impact, soit avec mes clients, soit avec mes conseillers. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, l'objectif matériel, il est un petit peu moins là. Puis de ton côté, Jack,
niveau objectif, j'aimerais ça t'entendre aussi là-dessus. Je pense que ce qu'on retient, c'est les objectifs doivent être personnels. C'est-à-dire que il y a une vision hein, de les conseillers veulent faire tant, puis des gros montants, puis pourquoi, tu sais pas trop, mais je veux faire de l'argent. Mais c'est important d'avoir des objectifs qui vous touchent. Oui, puis des fois, ça prend plusieurs années avant de les trouver. C'est évolutif. C'est vrai que quand on commence la carrière, c'est beaucoup quelque chose qu'on entend. Les gros conseillers qui font des gros revenus, puis essaient d'atteindre ce chiffre-là, parce qu'on dirait que c'est facile de mettre une barre mathématique, mais au fond, c'est un objectif vraiment personnel qui nous motive réellement à nous lever chaque matin puis à aller atteindre ça. T'sais, nous, avec Emma, quand on a commencé, c'était vraiment de toucher le plus grand nombre de familles avec justement une petite équipe, une technologie super robuste. Ces clients-là n'avaient pas l'opportunité d'avoir des bons services financiers parce qu'ils sont considérés comme des clients pas payants dans l'industrie, puis c'est super triste. La qualité du service que tu reçois ne devrait pas être en lien avec l'argent que tu gagnes ou le montant de la police d'assurance que tu vas payer ou le montant d'argent que tu vas placer. Fait que c'était vraiment d'offrir une solution qui touche toutes les jeunes familles du Québec. Nous, c'était vraiment ça qui nous motive. Puis c'est encore ça qui nous motive aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à atteindre toutes les personnes encore. Il y a bien des objectifs qu'on veut atteindre dans les prochaines années. Là. Puis, donc, Alexis, tu travailles déjà là-dessus. Évidemment, mais tu sais, j'aimerais t'entendre sur ton rôle maintenant comme directeur des ventes. D'abord, tu sais, quel genre de conseils précis tu donnerais à ceux qui débutent? À ceux qui débutent la carrière? Ben, moi, ce que je leur conseillerais vraiment, c'est de... premièrement, c'est d'être organisé, OK? Ça n'a pas de l'air, mais vu que quand on est conseiller, on touche un petit peu de tout. On a la gestion des clients, le marketing, sa propre comptabilité. C'est d'avoir une certaine structure, d'être bien organisé, surtout aussi de bien s'entourer. Parce que, tu sais, on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, qui sont disponibles pour nous, que ce soit des proches, des amis, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, peu importe le domaine, c'est de bien s'entourer, c'est de se mettre dans une position de parler avec des gens que potentiellement on pourrait faire un partenariat, mais c'est aussi de parler avec des gens, par exemple, dans la vie courante, d'aller dans des 5 à 7, des événements. Si, mettons, il y a un événement à but non lucratif dans votre ville, allez-y parce que vous allez pouvoir aider, on va voir votre visage. Moi, je dirais que c'est de mettre l'importance aussi sur les petites actions. C'est pas se dire, hey, moi, justement, je vais investir 10 000 $ aujourd'hui puis je vais espérer que ça rapporte. Plutôt, c'est de dire, check, moi, là, cette semaine, là, moi, j'ai 2 sessions de 2 heures d'appel. Peu importe qu'est-ce qui se passe, un client m'appelle, un ami m'appelle, peu importe, moi, là, c'est 2 heures par semaine-là, c'est 4 heures d'appel par semaine-là. Il faut que je les fasse. Il faut déterminer dans son agenda qu'est-ce qui est important puis le respecter. Parce que des fois, c'est les petites actions qui font toute la différence. Puis des fois, si on les respecte pas, les semaines d'après, on en mange un petit peu les conséquences, là, tu sais. Fait que je te dirais que c'est vraiment bien s'entourer, d'être bien organisé, puis d'y aller petit à petit. Là, naturellement, vu que c'est une entreprise, être conseiller, il faut aussi partir quelque part. Là. Puis as-tu des trucs à donner? Admettons, moi, tu me dis, OK, j'ai 2 heures d'appel à faire un jeudi soir. C'est facile pour moi de me dire, peut-être pas ce soir, j'ai un 5 à 7 avec des amis, je veux pas le manquer. J'ai un Netflix. J'ai toute bonne raison de pas faire des appels parce que des fois, ça va être des cold calls. C'est des personnes qui s'attendent pas du tout à avoir un appel de notre part. C'est comment tu réussis à t'asseoir, à être devant le téléphone puis à passer à l'action? Ça, honnêtement, c'est vraiment une question de minding personnel. Il faut vraiment comprendre que ces actions-là, c'est les plus importantes pour nos entreprises. À la fin de la journée, là, quand tu vas voyager, quand tu vas payer ta maison, peu importe, veux pas, ça vient de ces petites actions-là. Fait que c'est vraiment de comprendre que tout vient de là. C'est le contact avec les clients, c'est de s'asseoir avec des clients, mais d'où ça vient? C'est soit les appels, la prospection, les courriels, peu importe, là. Tu sais, des fois, il y en a qui vont s'asseoir pour envoyer des courriels. C'est la même chose, mais c'est vraiment un minding de se dire, toute mon entreprise repose là-dessus. Puis, il faut le faire. Il faut tout simplement le faire. C'est comme si, mettons, tu peux skip le gym. C'est facile de skip. Mais moi, si je te dis, comme... Des fois, il y a des gens là, que quand ils ont un boss qui dit « Fais telle affaire », ils vont le faire super facilement. Mais des fois, ils vont se le dire intérieurement « Hey, j'ai besoin de faire ça », puis ils vont le skip. Mais pourquoi qu'ils font ça? Mais ça, c'est une question de discipline. Il faut être discipliné, que ce soit côté personnel ou en affaires, parce que quand c'est trop important, tu sais, je te dis pas de, mettons, conformité, OK, je vais le faire demain matin à la place parce que là, je suis fatigué. C'est correct à la limite. Mais parler avec des clients, ça, c'est la base. Puis j'aime ton idée quand même de... Je reviens là-dessus, mais la visualisation. Tu sais, je me dis, si c'est pas un boss qui te l'a demandé, mais qu'est-ce qui va te motiver à le faire? Mais regarde ce que tu veux, là, c'est quoi, là? Puis visualise-le, puis mets-le
mets-le sur ton tableau, puis... Ça accroche là sur ton si tu le bureau. vois tout le temps, tu travailles le matin, puis là, c'est comme, OK, ça, c'est ma raison de... Puis ça peut être plein de choses, là. On a parlé de la maison, de la piscine, ça, c'est une des nombreuses options. Les voyages, peu importe ce qui te fait vibrer, finalement, là, tu sais. Puis l'impact dont tu parles, parce que tu dis « je veux avoir un impact dans la vie des gens », maintenant, c'est un peu ça ta motivation. Quel est l'impact du directeur des ventes sur un conseiller? C'est quoi la relation? Puis... Moi, honnêtement, je pense pas que c'est rien. Je pense pas que c'est un petit truc parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de conseillers qui, quand ils rentrent en carrière, tu sais, ils veulent pas, ils se font solliciter par une personne, un directeur, puis ils commencent avec cette entreprise-là, puis tout. Mais moi, le message vraiment important que je dirais aux conseillers, c'est que c'est important de, comme on disait tantôt, un peu magasiner son directeur. Pourquoi? Parce que si on reste longtemps dans cette entreprise-là, veut pas, ben on va bâtir une relation à long terme avec son directeur-là, mais aussi on va en avoir juste un pour la plupart des entreprises. Mais veut pas, un conseiller devient un peu le directeur devient le modèle du conseiller. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement important pour un conseiller d'être avec une personne qui lui ressemble. Puis au niveau... Je parle pas au niveau à quoi il ressemble physiquement, je parle plus au niveau de ses objectifs, mettons, ou de la façon qu'il veut travailler. Tu sais, mettons, il y a des directeurs que je connais qui ont énormément d'années d'expérience qui vont te dire, si ça va un peu moins bien, fais des appels à froid, appelle du 411, fais du porte-à-porte. J'en connais plein qui font ça. Du bottin téléphonique. Est-ce que c'est nécessairement ce qu'un nouveau conseiller veut? Pas nécessairement. Moi, j'ai des nouveaux conseillers qui, ce qu'ils me disent, c'est Alexis, moi, je veux travailler avec les nouvelles technologies, les automatisations, les réseaux sociaux. Je veux créer une espèce de business qui roule. Il va en avoir beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Puis moi, honnêtement, mon travail comme directeur, ben, c'est un peu ça. C'est de moi, j'ai des objectifs personnels, j'ai des objectifs au niveau business, puis j'ai des outils que j'aime utiliser. Les réseaux sociaux, la technologie. Puis veut pas, les conseillers avec qui je travaille sont alignés avec moi. Donc, s'il me parle, hey, j'aimerais ça faire une vidéo sur TikTok, je vais pas lui dire, vas-y, tu me reparleras si ça a fonctionné. Puis si ça marche pas, c'est genre, je te l'avais dit. C'est plus, moi, je vais le faire avec toi, ça m'intéresse. À la limite, si je vois que ça marche, moi, je te copie puis je le fais aussi, là, tu comprends? C'est une espèce de roulement de tout ça. Puis je pense que là, l'important, c'est que le conseiller va en avoir un seul directeur. Puis c'est vraiment important d'en avoir un qu'on est aligné avec lui. Puis qu'on veut devenir un petit peu avec les mêmes pratiques puis les mêmes choses que lui, dans le fond. Et dans le début de ta carrière, est-ce que tu as eu cette opportunité-là de magasiner ton directeur ou ça a été un match parfait dès le départ? Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, premièrement, moi, j'ai rencontré le directeur d'agence à cette époque-là, puis c'était un match parfait, puis tout ça. Puis après ça, je te dirais que moi, c'est plus venu d'une base individuelle parce que dans les services financiers, puis je blâme pas l'agence où ce que j'étais, mais c'était comme ça un peu partout, là, sûrement que tu peux le voir, les nouvelles technologies puis les finances, c'était pas aligné. On était encore dans le mode de les appels, contacter les clients, les cold calls, tout ça. Fait que moi, j'étais vraiment en mode, j'essayais plein d'affaires, j'essayais, même sur ma page Facebook, là, tu sais, avec le temps, j'ai accumulé à peu près un peu moins que 15 000 personnes dessus à force de faire des concours puis tout ça. Mais au début, je faisais des vidéos. Là, le vidéo m'avait littéralement pris 6 heures à faire parce que je le recommençais 15 fois. Puis j'avais 2 likes dessus. Puis genre, c'était ma mère puis ma soeur. Il n'y a personne qui a vu le vidéo. Fait que là, je me suis dit à un moment donné, à place de commencer à faire de prendre 6 heures, faisant plein, à la limite, ils vont avoir des petits défauts, mais commence à pitcher. Puis là, j'ai commencé à faire du volume, des concours, moins mettre l'importance sur la perfection, plus la quantité. Alexis, que les gens voient mon nom le plus souvent. Puis je te dirais que moi, je suis vraiment allé, je l'ai fait par moi-même. Puis honnêtement, mettons que je t'ai conseillé aujourd'hui, là, puis il y a un directeur qui me dit que dans ce temps-là, qui connaissait mais moi, c'est sûr que je serais allé avec lui parce qu'au lieu de tout prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à faire des essais-erreurs, si lui, il a déjà essayé, puis il est comme, hey, tu devrais faire telle affaire pour TikTok, telle affaire, on va te faire des automatismes, on va faire des landing pages, puis ça, moi, je suis all-in, tu sais, moi, j'aurais sauté là-dedans, puis, ouais. C'est drôle parce qu'il parle de vidéo, mais c'est comme si c'était une autre époque. Ouais. Ça m'a pris 6 heures, mais il n'y a pas si longtemps. Mais écoute, l'évolution, dépendamment des milieux, c'est pas toujours aussi rapide. Ouais. Hein? C'est ce qu'on réalise ici. Ouais. J'allais raconter une petite anecdote. Là, nous aussi, quand on a commencé Emma, on voulait présenter notre idée à des confrères plus vieux avec plus d'expérience. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Toutes les réponses qu'on avait, c'était non. Pourquoi tu te compliques la vie à faire une plateforme technologique, à prendre des nouveaux outils? Fais comme tout le monde. Fais des appels, engage-toi un adjoint, puis montre la même business que les autres ont fait puis ont déjà tracé le chemin. Suis le modèle. Ouais. Le problème avec ça, c'est que si tu fais ça, ben
tu sais, justement, les consommateurs évoluent à une vitesse fulgurante. Tu n'as pas le choix d'évoluer. C'est des gens, justement, qui vont être sur vidéo, qui font des approches différentes, qui vont permettre de te démarquer, comme on parlait un petit peu au début. Fait que faut que tu crois en toi. Puis ensuite de ça, comme tu dis, de façon individuelle, tu développes un petit peu ta propre carrière. Le directeur va être un support. Il faut que tu aies quelqu'un qui va être là pour t'encourager parce qu'il y en a des moments difficiles. Mais au fin fond de toi, si tu as une stratégie que tu penses qui est la bonne, essaye-la. Effectivement. Puis un point aussi que je pourrais rajouter, c'est que, tu sais, pour nous, ça a simplifié des choses, mais même pour les clients, là, tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, c'était des rendez-vous en présentiel. C'était souvent des rendez-vous qui s'étiraient sur 2-3 heures. Pourquoi? Parce que c'était des papiers à pu finir, là. J'arrivais avec des piles de... Ça, c'est si t'en oubliais pas un à job, là. Des piles de papier comme ça. Puis des fois, les gens étaient fatigués après la rencontre, puis c'était quand même assez lourd, tu sais, beaucoup de papier, il faut rien oublier, tout ça. Quand on est revenu avec les Teams, les rendez-vous électroniques, le fait que les gens pouvaient rester à la maison, à la limite, bas de pyjama, tout ça, nous, on le savait pas, puis qu'on pouvait faire la signature 100% en ligne, bien ça, les gens, ils apprécient ça, parce qu'à la fin du rendez-vous, au lieu d'être fatigués, puis sont comme, à la limite, ils étaient tellement fatigués que ça les a comme fait perdre un peu ils comprennent un peu moins bien la rencontre. Ils sont passés à autre chose. Mais sur Teams, c'est une rencontre un peu plus rapide. Ils sont dans le confort de leur maison. Ils n'ont pas un inconnu à la maison. Puis ils comprennent mieux. Les gens me le disent tout. Hey, c'était le fun. On a bien compris. On a mis l'importance. Puis pas de papier à signer, pas de pile. C'est une signature électronique. Les gens sont bien contents de ça. Fait qu'on a mis vraiment l'importance sur qu'est-ce qui est important au final. C'est d'expliquer les produits puis tout ça. Au lieu de passer 1 heure du rendez-vous à remplir des papiers, mettons, qui étaient plus comme... à la main, qui ne servait pas à grand-chose au final. Fait que ça, c'est un gros plus pour les clients aussi. Moi, je l'ai vu, là, il y a des rendez-vous là, que c'était vraiment long à cause de ça. Puis je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Impossible. Et justement, puis on va terminer là-dessus. Alexis, ce qui s'en vient pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux pour le futur? C'est quoi les projets qui vont t'occuper? Mais là, c'est sûr qu'avec ma nouvelle arrivée chez Emma, on a quand même des gros objectifs quand même dans la compagnie. Moi, mon objectif, c'est sûr plus personnel, c'est d'aider premièrement les conseillers qui sont déjà présents, les aider, les supporter à dépasser leurs objectifs parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu comme un coach sportif, c'est donne-moi tes objectifs, là, puis on va tout faire pour les dépasser. Des fois, tu vas peut-être m'aérer un petit peu, je vais te pousser, je vais te dire hey, vas-y, là, t'es capable, mais à la fin de l'année, les conseillers sont contents de ça. Puis aussi, ben, notre objectif, ça serait d'avoir plus de conseillers. Moi, c'est sûr que personnellement, mon rêve, ça a toujours été d'avoir personnellement 25 conseillers. C'est une espèce d'objectif que je me suis mis comme Sur ça. le vision board, il est là. Je pense que c'est vraiment possible. Puis surtout avec le modèle qu'on a, ben, le modèle qu'on fait affaire maintenant au niveau de la technologie, propulser les réseaux, ce que ça nous permet, là, c'est qu'on peut vraiment aider les conseillers. Parce que des fois, avec la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut être en contact avec beaucoup de gens. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut, entre guillemets, donner des leads à nos conseillers. Puis ça, c'est quelque chose qu'on offre aussi à nos conseillers, ce qui fait en sorte que ben, le conseiller peut se concentrer vraiment sur son travail de conseiller. Puis nous, notre équipe, avec Giacomo, qui est spécialiste là-dedans, puis une grosse équipe, ben eux, leur travail, c'est de se concentrer sur le marketing, aller chercher des clients, aller chercher de la business. Puis le conseil sont... Parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de conseillers, des fois, qui me disaient hey, mon travail, Alexis, c'est de chercher des clients. Mais ça, c'est faux. Le vrai travail d'un conseiller, là, ben, comme le nom le dit, c'est de conseiller des produits financiers. Fait que moi, ça, je l'ai compris. Puis la raison que... Tu sais, je me suis mis dans un environnement de technologie, c'est parce que moi, je veux que les conseillers, ils mettent leur temps où ce qu'ils sont bons. Puis où ce qu'ils sont bons, c'est de parler avec des clients. Puis le reste, ben, tu sais, on a une compagnie qui s'occupe de ça. Fait que je te dirais que moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs conseillers, mais de bien les supporter là-dedans. Puis de pas les laisser tout seuls, puis, hey, prends ce bottin-là, vas-y les appeler. Moi, j'ai déjà vécu ça, entre guillemets, puis je sais que c'est pas rassurant de se faire dire ça. Puis, en gros, ça serait ça mes objectifs. Merci infiniment de ton temps, Alexis. Jack? Merci. Ouais, merci Belle Alexis, première. merci On va se revoir. Ouais, je vais peut-être revenir. Peut-être. C'est bon. Merci. Salut.